Salut à toi, moi c'est Lulus depuis le Japon. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de Commandant R. Le métier de data analyst, tout le monde en parle, mais que font-ils exactement dans leur boulot? De quoi il s'agit? C'est ce que je vais te montrer dans cette capsule au travers d'un mini projet que je vais dérouler de A à Z pour que tu puisses avoir une idée de quoi est-ce qu'il s'agit exactement de ce métier-là. Et je vais utiliser R, l'un des meilleurs logiciels en ce moment pour pouvoir faire du data analysis. J'irai doucement, je vais prendre du temps pour te montrer des choses, donc il faut que tu sois patient. Et si tu aimes, souscris à cette chaîne. Mets-moi beaucoup de pouces bleus sur cette vidéo et puis laisse-moi un mot dans les commentaires et puis tu vas voir que voilà, on va apprendre ensemble et puis on va grandir ensemble. Si tu es prêt, attrape ton clavier et rentrons dans le studio. Bon, je vais simuler de façon très simple que dans cette... c'est toi le data analyst. C'est toi le data analyst et tu es recruté dans une boîte. On est d'accord? Et un matin, on va supposer que c'est une boîte académique. Le directeur des affaires académiques vient te voir et il te dit... jeune data scientist, j'ai un problème là et je dois prendre des décisions. J'ai une base de données dans laquelle j'ai besoin de comprendre l'information afin de pouvoir prendre des décisions. Est-ce que tu peux me porter un coup de main? Tu dis oui, bien sûr, et monsieur le directeur, en quoi est-ce que je pourrais vous aider? Et il te dit, voici à quoi ressemble ma base. Et c'est là que tout va commencer. Tu vas toujours devoir travailler avec de la donnée. Regarde, et on va simuler. Pour commencer, je vais définir l'espace là. Je vais faire option. Je vais choisir le digit à 2 pour pouvoir contrôler et ce qu'on est en train de faire. Voilà, et les outputs. Donc, il te dit, voilà, c'est un ensemble de résultats académiques que j'ai obtenus. Ah bon? Oui, et puis voici comment la base se présente. Elle est longue, mais on va prendre juste une toute petite portion avec laquelle on va travailler et tous les codes qu'on est en train d'écrire pourraient s'appliquer à n'importe quelle taille de données si c'est déjà en mesure, on est en mesure de les importer dans R. Donc, le premier individu, il te donne d'abord les noms, ça s'appelle Lily I. Après, on a, si c'est You, David, Free et Mouf, Chi, Bon, c'est des noms qui sont totalement, aléatoires que je prends. Ça s'appelle Lin Wei et Hero, disons, voilà. Donc, ça, c'est les noms qu'il t'a donné, mais c'est pas fini. Il y a aussi eu les résultats académiques. Donc, on va dire par exemple en statistique, le premier élément, il a 524. Le deuxième élément a 627 et le troisième élément a 510 et 600 et 300, 358 et 496. Voilà, donc on suppose que ils ont fait des évaluations, ces apprenants-là, ils ont fait une évaluation et le professeur de statistique, lui, il a choisi de noter son devoir sur 1000. Voilà. Donc, certains étudiants, le premier étudiant a eu 524 sur 1000. Ainsi de suite. Le dernier étudiant, là, il a eu 496 sur 1000. Bon, ça, c'est possible, hein? C'est bien possible. Bon, allez, le professeur d'économie, lui aussi, il a fait son contrôle. Qu'il a noté lui sur 100. Le premier étudiant à 95, le deuxième étudiant à 99, le troisième étudiant à 75, le quatrième à 83 et 100 et 60. Voilà. Voilà. Donc,
lui, il a choisi de noter son devoir sur 100. Bon, le professeur de mathématiques, parce que si tu es en train de faire, forcément, si tu es en train de faire du data analysis, ces éléments sont des choses que tu dois forcément connaître, hein, la statistique, les mathématiques, comprendre un peu l'économie, ainsi de suite. Voilà, donc le professeur de mathématiques, lui, il a noté son devoir sur 50, sur 50. Donc le premier étudiant a eu 15, le deuxième 28, et 19, et 33, et 48, et 18 ans. Voilà. Donc, c'est ça pour les maths. Et il y a le cours de Air Programmation que je vais, de Air Programming que je vais noter Air Pro. Et là, ça fait 8, et ça fait 5, ça fait 10, ça fait 3, ça fait 6, et ça fait 10 encore. On suppose que le professeur de Air Programmation a noté son devoir sur 10. Voilà. Donc, voilà un peu à quoi ressemblent les notes que les professeurs ont données. Enfin, la première difficulté déjà, c'est qu'on voit que tous les professeurs n'ont pas noté sur la même base. Ce n'est pas sur la même base. Chacun a noté en fonction de la base qui lui plaît, n'est-ce pas? Bon, voilà. Donc, la première des choses que tu vas devoir faire en tant que data analyst déjà là, c'est de former ta base. On est d'accord, de former ta base. Et puis on peut déjà commencer par écrire classe. On va faire data frame. Et dans data frame, je vais mettre les noms. Ok, je vais écrire stats. Voilà, je vais écrire icône. J'écris icône. Et après, je vais écrire les maths. Maths, Air Programme. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je sais par défaut dans data frame, toutes les fois où R voit des caractères, il les convertir en facteurs. Donc je vais, enfin les caractères, les convertir en facteurs. Je vais lui dire ici, les caractères tels que c'est là, laisse ça comme ça, c'est des noms. Enfin, je les gère comme ça. Donc pour faire cela, je vais utiliser string as factor, c'est les caractères as factor, je vais dire false. Par défaut, il prend ça à true, hein? Donc je vais dire false. Et puis voilà, j'ai ma première base qui est un peu comme formée, ça fait classe. Et puis elle est là. Donc on a les noms, on a les matières et puis les notes. C'est bien fait. D'accord. On peut regarder un peu la structure de classe, hein, si tu veux. On va regarder la structure de classe. Et voilà. Donc, on a le nom. Bon, c'est ce qui est le plus important ici. On a le nom qui est au format caractère. Là, c'est bon. Et voilà. Donc, tout le reste est numérique. Bon, c'est déjà un très bon début. On est d'accord? Donc, puisque nos notes ne sont pas au même niveau, pour pouvoir faire une quelconque analyse, on peut souhaiter de les standardiser. On est d'accord? On va les standardiser pour pouvoir les rendre comparables. Ça peut aller. Et pour le faire, tu vas utiliser, je crée une variable comme ça que j'appelle stand. Et puis je vais utiliser le scale. Je vais utiliser scale. Voilà. Donc la fonction scale, ce qu'elle fait, c'est que elle prend les variables et elle les standardise. C'est un outil qui est très très puissant. Donc on va faire classe. Ça y est. Et quand je vais prendre classe ici, je prends classe. Ce que je vais faire, je vais dire la première colonne d'un classe ici ne m'intéresse pas. Donc laisse la première colonne et prends-moi de la deuxième à la cinquième colonne que tu standardises. Et puis on peut regarder le contenu de string. Voilà. Donc regarde un peu là. Et on a les variables qui sont standardisées. Il nous dit ici que, enfin, la moyenne, le centre pour chacune des différentes matières, c'est ça qu'il donne ici. Et puis, il nous donne aussi l'écart type. Voilà. Donc, les éléments que nous avons maintenant dans stand, tu vois, sont comparables.
On est d'accord? Déjà, ça, c'est un premier problème une première barrière que tu viens de sauter. Avant, on ne pouvait pas comparer. Mais avec ça, tu rends toute la base, les différentes notes sont comparables. Ils sont justes, ils ne sont plus en termes de notes là, ils sont en termes d'écart type. Ils sont en termes d'écart à la moyenne, voilà. Donc, c'est comparable. Ça, c'est très important. La deuxième chose qu'on va faire, c'est que puisque on a maintenant des éléments qui sont comparables, on peut calculer la moyenne de chaque étudiant. On est d'accord? On peut calculer la moyenne de chaque étudiant. Comme c'est ce que le boss a demandé, on a les outils pour pouvoir le faire. Donc, je vais écrire score, je vais créer une variable que je vais appeler score et je vais utiliser la fonction apply. Donc, dans apply, je vais prendre stand. Et comme on le sait déjà, on va utiliser 1 parce que c'est chaque étudiant. Les lignes, c'est 1 et on va dire la moyenne. Voilà, que je vais exécuter là. Et puis, on peut regarder le contenu de score. Voilà. Donc, ça, c'est pour le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Donc, ce qu'on a là, c'est vrai que j'ai parlé de moyenne, mais en réalité, c'est pas la moyenne en elle-même. Hein. Ici, c'est juste, puisqu'on est en train de parler en termes d'écart type, c'est un score qu'on va définir comme ça, un score, en utilisant la fonction apply. Donc, on fait la moyenne, en fait, de toutes les lignes, c'est déjà ça. Bon, lorsque tu as fait quelque chose comme ça, bon, on peut faire quelque chose d'autre et on peut rapidement là, comment je fais, on peut rapidement et regarder un peu à quoi ça ressemble hein, avec sort et on avance. Bon, maintenant je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler classe 1 et dans classe 1, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cbind. Voilà, cbind. Je vais mettre les observations de classe et à côté de cela, je vais mettre le score. Voilà, et ça fait classe 1. Et là, on peut regarder maintenant. Voilà, donc on a tous nos éléments de la classe avec les scores qui sont là. Le responsable des affaires académiques commence par se sentir un peu plus soulagé. L'information a commencé déjà par être mise en œuvre, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, il te dit, jeune data analyst, oui monsieur, il dit ce que je voudrais maintenant qu'on fasse, c'est que on va supposer que tous ceux qui ont une note supérieure à, enfin, qui sont dans le premier quartile, tous ceux qui ont une note qui sont dans le premier quartile, on va dire qu'ils sont passables. Ceux qui ont une note qui sont dans le deuxième quartile, on va dire qu'ils sont assez bien. Ceux qui ont une note qui sont dans le troisième quartile, on va dire qu'ils sont bien. Et ceux qui ont une note qui est en dessus du troisième quartile, on va dire que ceux-là, ils sont très bien. Est-ce que tu peux réaliser cela? Et bien sûr, monsieur, je peux vous aider dans ce sens. Là encore, tu vas devoir écrire tes codes. Je te montre comment tu fais dans ce sens-là. On va créer une variable que je vais nommer quantile. On est d'accord? Et comme il a dit, comme il veut, on va créer les quantiles. Et puis là, on va faire classe 1. On va prendre, non, même pas classe 1, on va prendre simplement score. Parce que si je prends classe 1, ça va devenir trop lourd. Je vais prendre score là. On est d'accord? Et je fais C. Je vais dire 0,25. Ça, c'est le premier quartile. 0,5 pour le deuxième quartile et 0,75 pour le troisième quartile. Et je peux regarder à quoi ressemble. Je peux regarder à quoi ressemble Kant. Voilà. Donc, on est sûr hein, que 25% de nos observations est en dessous de 0,074. On est sûr que 50% de nos observations est en dessous de moins 0, c'était moins 0,074 et moins 0,019 et ainsi de suite. Donc, c'est bien réparti de cette façon-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler la mention, par exemple. Hein. Donc, je vais dire dans classe 1,
crée-moi une nouvelle variable qu'on va appeler la mention. Ça y est, et à l'intérieur de la mention, toutes les fois que tu te rends compte que le score qu'il y a déjà dans classe 1 là, que toutes les fois que tu te rends compte que le score est, je dirais, inférieur ou égal à compte 1, toutes les fois que tu te rends compte que c'est comme ça, faut dire que cet individu-là, cet apprenant-là, ça ne fait pas ça. C'est comme ça que ça ne fait pas ça. Voilà. Et il nous exécute. Donc, toutes les fois que le score, dans classe 1, toutes les fois que le score sera inférieur ou égal au premier quartile, c'est le premier quartile là, c'est ça que je suis en train de, les 25% là, c'est ça que je suis en train de représenter dans Kant 1, c'est le premier enfin, élément dans la liste de Kant là. On est d'accord? Donc, toutes les fois que c'est inférieur ou égal à moins 0,074, faut nous dire que cet étudiant-là, il est passable. On va faire mieux. On va faire classe 1. On va créer mention, on est d'accord? Et on va dire maintenant que toutes les fois que le score est supérieur au premier quartile, donc ici dans Kant, dans notre variable Kant, ça va être, attention là, ça va être toutes les fois que le score est supérieur à Kant 1, ça y est, et que le score, est inférieur ou égal, à Kant 2, dans ce cas-là, tu me dis que l'apprenant est assez bien. Je vais prendre majuscule, assez bien. Voilà. Donc l'apprenant est assez bien. Et on fait pareil. Donc, toutes les fois que le score, dans ce cas maintenant, le score est supérieur à Kant 2. Ça y est, donc au deuxième quartile, et que notre score est inférieur ou égal au troisième quartile. Attention, à Kant 3. Voilà. On va dire que cet étudiant-là, il est bien. Voilà, il est bien. Et on va prendre un dernier cas là. On va dire, lorsque la mention, donc toutes les fois que le score est strictement supérieur au quartile d'ordre 3, au quartile d'ordre 3, le quartile d'ordre 3, on referme cela. On va dire que cet étudiant-là, il est très bien. Voilà, il est très bien. On peut regarder maintenant notre variable, notre base classe 1. Voilà, tout est bien défini cette fois-ci. Donc, il nous a classé les éléments convenablement en faisant juste la correspondance. Donc, toutes les fois que un étudiant a sa note qui est supérieure au quartile de troisième rang, qui est supérieure à 0,113, dans ce cas, il aura une mention qui est de très bien. Et c'est ce qui a été fait. Regarde par exemple ici, tu vois, on a Lin Wei qui a un score de 0,145 et il a une mention de très bien. On a par exemple CCU qui a un score de 0,34. Tout est bien classé. Tout est bien classé. Par exemple, tu vois, il y a David Ri qui a un score de moins 0,081. Il a la note passable. Donc, en écrivant des codes comme ça,
Tu viens déjà d'apporter un peu plus de lumière à ce responsable des affaires académiques. Tu es en train de jouer ton rôle de data analyst. Il te dit maintenant, mais regarde, un jeune data analyst,